Ici, au-dessus de ma tête, s'élevaient tôt des missiles de 25 mètres de haut capables de détruire une ville entière. Rien que d'y penser, ça fait peur. Je me retrouve dans des tunnels de la Première Guerre mondiale et il semble que je me sois perdu, ne sachant plus par où je suis descendu. Salutations depuis les dunes de Liepāja. Ici en Lettonie, la nuit a été plutôt calme. J'ai changé. J'ai déplacé la tente de l'endroit, finalement je l'ai installée dans un endroit plus abrité. Quand la nuit a commencé à tomber, je l'ai changé d'endroit. Comme vous pouvez le voir, il semble qu'il y ait beaucoup plus de vent. Et je pense que c'était la meilleure décision de la journée ou de la nuit, parce qu'ici j'ai dormi à l'abri, sans aucun vent. Cependant, il y a du passage et quelques feux de camp là-bas. C'était un peu plus exposé, mais personne n'était venu la nuit. Il faut juste que je m'habitue au tapis de sol car j'ai mal au dos. Putain, j'ai du mal à me lever chaque jour. Il me faut bien 10 minutes pour me remettre. Oui, ce tapis de sol qui semble fait en papier à cigarette. Aujourd'hui, nous allons visiter un silo secret soviétique. Pour cela, nous devons aller en Lituanie, au sud. Avant, je vais me promener un peu par ici, dans les dunes, profiter un peu de la vue et de la mer, et prendre un petit déjeuner. Allons-y. Avant de partir voir le silo soviétique de missiles nucléaires. Je suis venu ici pour inspecter un peu plus Liepāja et j'ai fini dans des tunnels construits pour la Première Guerre mondiale. Et c'est ici que l'on gardait la batterie d'artillerie. Ensuite, il a été utilisé par les soviétiques, puis par l'armée lettonne et maintenant il est abandonné. C'est une zone de plusieurs kilomètres qui s'étend le long de la côte, au nord de cette petite ville. Elle est remplie de tunnels, de bâtiments, certains sont sur le point de s'effondrer, d'autres sont cachés dans la forêt, d'autres encore directement sur la côte. C'est impressionnant de voir comme c'était grand. Regardez. Voilà, ça continue par ici. Regardez ces tunnels, c'est ici que toutes les munitions étaient stockées. Waouh, et ici on continue à descendre. Putain, c'est impressionnant ça. Regardez, quel bunker. Waouh, waouh. Waouh! Voilà. C'est hallucinant. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est tellement grand. Et des tunnels comme celui-ci, il y en a plein, ça c'est juste dans le premier bunker où je suis entré, mais il y en a énormément tout le long de la côte. Maintenant, voilà, maintenant on dirait que je me suis perdu, putain, je ne sais même plus par où je suis descendu. Tiens donc.
Ça, pour ceux qui aiment entrer dans des bunkers, l'urbex et tout ça, franchement, je le recommande. Même si certaines structures sont sur le point de s'effondrer, ici tu peux passer un bon moment à explorer. Regardez, je suis entré dans celui-ci, mais c'est vraiment plein, plein, plein. Par ici, il y en a un autre, et puis encore plus, ceux de la côte. C'est un réseau de tunnels souterrains. C'est spectaculaire, incroyable, vraiment. On peut s'imaginer comment étaient les batailles ici et toute la préparation qu'il y avait pour elles. Pendant de nombreuses années, cet endroit était fermé au public et on y stockait encore des munitions. C'était un site sensible, une zone protégée militairement, et ça l'est encore aujourd'hui. Bon, maintenant c'est abandonné, mais waouh, encore un autre. Il y en a vraiment beaucoup, encore un autre. Liepāja, ça n'a plus rien à voir avec tout ça, plus avec autant de structures militaires. C'est vrai qu'elle a un port très important. C'est une ville tranquille, un peu touristique, et c'est la ville la plus à l'ouest de la Lettonie. En fait, les habitants disent qu'ici, c'est là où naît le vent. En me promenant dans la ville, ce que j'ai eu le temps de voir, c'est que c'est un mélange de villes modernes, de villes touristiques modernes. Plutôt des réminiscences soviétiques, quelques bâtiments et aussi beaucoup de maisons en bois, très typiques de cette région. Apparemment, au Moyen-Âge, la ville a prospéré en tant que ville portuaire commerçante. Et en fait, étant située à un endroit stratégique sur la mer Baltique, de nombreux royaumes voulaient en se la disputer. À quelques mètres de ces bunkers, il y a aussi un mémorial de l'Holocauste, qui honore la mémoire des habitants de Liepāja qui ont sauvé les Juifs de l'Holocauste, et aussi bien sûr les victimes qui y ont péri. Et à côté de ce mémorial, il y a un autre petit obélisque, qui rappelle les plus de 19 000 victimes et habitants de la ville de Liepāja. Et il est écrit « Mémoire éternelle aux patriotes soviétiques avec l'étoile rouge ». Ce qui m'a assez surpris, car il n'est pas très courant de voir ce type de monument dans ces pays baltes. Il y en a de moins en moins, et maintenant il est vraiment temps d'aller visiter le silo soviétique de missiles nucléaires en direction de la Lituanie. Comment ça va avec Le reste des touristes d'ici? Beaucoup viennent d'Amérique, Des États-Unis, oui. des États-Unis, Et d'où? des Pays-Bas, d'Allemagne, du Royaume-Uni. Et de... Russie. Non, plus maintenant, non. Pas tout à fait. Non. Ça n'intéresse pas. Pourquoi as-tu le script en russe s'il n'y a pas beaucoup de touristes russes? Beaucoup viennent de Lettonie et beaucoup parlent russe, parce qu'il y a encore beaucoup de Russes qui y vivent. Eh bien, j'y suis arrivé, me voilà, dans le silo de missiles soviétiques. Le premier d'après ce que m'a dit la fille de la réception. Dès qu'on entre dans le musée, on est déjà impressionné par les 5 types de clôtures que les soviétiques avaient ici pour défendre ce territoire. 5 types de clôtures qui couvraient à peu près une longueur de 50 mètres et qui incluaient des capteurs, une haute tension pour électrocuter l'ennemi ou l'intrus, et du fil de fer barbelé, et regardez, voilà à quoi ressemble aujourd'hui ce territoire transformé en musée. Ces 4 voûtes que vous voyez, ici une, là-bas au fond, une autre, et là-bas encore, 2 autres. Ce sont les silos où étaient les missiles nucléaires. La zone où l'on a choisi de construire ce silo pour missiles nucléaires n'est pas un hasard. Et en fait, pas très loin d'ici, il y a un lac, l'un des plus grands lacs de Lituanie. Et ce site a été choisi précisément parce qu'il est légèrement au-dessus du niveau de la mer, à environ 170 mètres. Il était facile de creuser la terre ici et de construire des tunnels vers le bas. Et la proximité du lac permettait d'obtenir et de pomper l'eau nécessaire pour éviter la surchauffe des silos lors du lancement des missiles. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 2 puissances émergentes de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, se sont lancées dans une course aux armements. Eh bien, économique, aussi spatiale, de nombreux types, mais aujourd'hui nous allons en apprendre un peu plus sur cette course aux armements qui comprenait le développement d'armes nucléaires. Ceci fut la première base de lancement de missiles de toute l'Union soviétique. Lorsque les soviétiques se sont rendus compte que les États-Unis construisaient dans des bases de missiles balistiques souterraines, ils se sont mis au travail pour développer les leurs.
La Lituanie, à la frontière soviétique de l'Europe, a été choisie pour accueillir cette base. La première base de ce type, construite dans les années 60, a mis 2 ans à être achevée. Et les missiles nucléaires qu'elle abritait avaient une portée de 2500 km, ce qui rendait possible d'atteindre pratiquement n'importe quelle ville du continent. Elle est restée cachée sous secret dans la forêt dense de Lituanie pendant près de 2 décennies, jusqu'à ce qu'à la fin des années 70, les services de renseignement américains la découvrent. Waouh, jetez un œil à ça, regardez, quelle porte! Ouvrir. Fermer. Merde. Comme ils faisaient de ça en douceur ici, hein? Mon Dieu! Camarade, laisse-moi passer. Je vois que vous arrivez à court de mots. Et un autre sportif militaire. Ce truc de va-mi-jeton, c'est comme prends ton ticket ou prends ton jeton. J'imagine que c'est ici que tous les soldats, tous les ouvriers, tous les travailleurs de cette usine militaire pointéante, les voici. Au début du fonctionnement de ce complexe de lancement de missiles, seules quelques troupes pouvaient entrer ici. Le reste des troupes se trouvait dans les baraquements adjacents. Chaque soldat, en cas d'appel ou d'alarme, devait être à son poste, en 4 minutes. Et le temps estimé pour lancer un missile après le déclenchement de l'alarme était de 48 minutes. Le fait qu'il s'agissait d'une guerre froide et qu'il n'y ait pas eu d'affrontement direct a conduit à énormément d'innovations. L'armement et les armes qui avaient été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale n'avaient pratiquement rien à voir avec ceux qui ont été développés dans les années suivantes. Tout cela pour qu'ils finissent par rester pendant pratiquement 4 décennies stockés dans les entrepôts militaires sans être utilisés et devenant obsolètes. Regardez, ici nous avons une maquette de ce qu'était le silo, la partie où se trouvaient les militaires et les ouvriers, la salle des communications. Ici, nous aurions le réservoir de diesel, des escaliers pour descendre, la salle des machines, la salle de contrôle, même une petite salle de classe où l'on pouvait étudier. C'est ainsi que cela se présentait lorsqu'ils chargeaient sur les missiles dans le silo avec ses énormes grues. Ce silo de lancement de missiles à Plotskin est le plus complexe de Lituanie. Il y avait 4 silos sur un territoire de 80 par 70 mètres. Ces silos avaient une profondeur de 25 mètres et un diamètre de 5 mètres et les murs faisaient 2,5 mètres d'épaisseur. Merci. Et nous sommes arrivés au système de ventilation, pour que les soldats et le personnel qui se trouvaient ici à l'intérieur ne meurent pas asphyxiés et aient une température correcte. Il existait tout un système très complexe de ventilation et de climatisation dans lequel différents filtres étaient utilisés, même pour filtrer des substances radioactives. Alors bien sûr, imaginez être ici, enfermé sous terre, entouré de têtes nucléaires qui pourraient exploser. Je ne sais pas. 30 km à la ronde, et toi tu es assis juste au-dessus d'elle. Voyons voir ce qu'on trouve par ici, après avoir visité aujourd'hui les bunkers de la Première Guerre mondiale. Ça, ce n'est rien. Voyons. C'est un labyrinthe. Encore ici. Waouh! C'est ici qu'ils avaient hors la salle. Eh bien, les panneaux électriques, où ils contrôlaient, rendent toute l'électricité, et ici, ce qui ressemble à des masques à gaz, d'ici, ils contrôlaient en toute l'électricité, comme je le disais, de ce silo. Et principalement, ils l'utilisaient pour actionner les trappes et ouvrir les écoutilles de lancement, et aussi pour charger le carburant. Regardez tous les types de masques qu'ils avaient à gaz de toutes les formes et couleurs.
Et ici tous les panneaux de l'époque soviétique expliquant quoi faire en cas de crise, de guerre chimique ou nucléaire. Ces panneaux étaient installés dans tous les hôpitaux, bâtiments gouvernementaux, administratifs, même une méthode de défense collective. Une méthode simple, il est écrit ici, regardez, des explications sur l'onde de choc, la radiation et l'explosion nucléaire. Comment agir en se cachant sous terre? Et ici, tous les types de missiles balistiques, ou de sous-marins ou d'aéronefs qui pouvaient transporter des ogives nucléaires. Ceux-ci viennent tous des États-Unis, ils ne sont pas soviétiques, bien sûr. Ce serait un panneau d'avertissement, comme un panneau de renseignement, parlant des capacités que les États-Unis auraient. Et effectivement, je ne me trompais pas. Ici, nous avons le moteur diesel. Il était situé ici pour générer de l'électricité qui était ensuite contrôlée par les panneaux adjacents. Continuons par ici. Voyons ce que nous trouvons. Wow. C'est ici qu'était stocké le réservoir de carburant des missiles. Il y avait ici un énorme réservoir qui descendait jusqu'au fond de la pièce. Et ici, les techniciens seraient au perché là-haut, on peut les imaginer, en train de recharger le carburant qui serait ensuite pompé directement vers les missiles. Ici, nous avons un petit bureau avec des souvenirs, plein de bustes de Lénine, de Staline. Regardez, l'emblème de la République socialiste de Lituanie LTSR. Tous ces couloirs reliaient les 4 silos entre eux. Ainsi, les ouvriers et militaires présents n'avaient même pas besoin de sortir à la surface pour agir. Ils pouvaient simplement circuler à travers les entrailles de ce bunker, d'un silo à l'autre, et je crois que nous sommes déjà arrivés. Au silo. Oui, le voici, waouh. Ici, au-dessus de ma tête, des missiles de 25 mètres de haut se dressaient, capables de détruire une ville entière. Rien que d'y penser, ça fait peur. Et c'est par ici qu'on montait pour voir. Regardez. Celle-ci est la trappe en métal qui aujourd'hui est ensevelie sous le béton. Et là, nous avons l'énorme trou où le missile était introduit. Mon Dieu, je suis en train d'halluciner. Regardez les détails de la trappe. Plein de tuyaux, de trous, d'échelles. Regardez par ici. Les tuyaux allaient de se connecter au missile et pomper le carburant dans le missile. Mais vous parlez russe? Je ne parle pas russe, je ne suis pas russe. Et c'est la première mosaïque que je vois pendant mon séjour dans les pays baltes. Le fait est que c'est un vrai bordel. Avant, c'était l'Union soviétique et l'électricité était bon marché, mais maintenant, c'est la République de Lituanie. Avez-vous De la radiation dans la... le dos? Oui. Oui, il y avait de l'humidité, non? Vous n'avez pas d'humidité? Si. Je travaillais dans un endroit très sain et sûr, il n'y avait pas du tout d'humidité.